Merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, surtout à la jeunesse congolaise, vous qui nous suivez depuis la CMBDJ, PST Télévision, Radio Marie Assir 89.9, ainsi que BRT Africa, et sans oublier nos partenaires de la Radio Vatican. Aujourd'hui, comme je vous ai toujours dit, surtout aux jeunes, nous sommes en train de valoriser des grandes personnalités de ces pays qui ont marqué l'histoire, qui sont toujours en train de marquer aussi l'histoire pour vous servir des modèles. Joseph Kabila l'avait dit, Mosè Laurent Kabila l'avait dit, nous créons une classe pour les élites ainsi qu'une classe moyenne. Je vous sers comme ça pour vous aider à prendre ces témoignages, à consommer ces témoignages pour que ces témoignages vous servent de repères, afin que demain ou après-demain, que nous puissions avoir aussi des noms qu'on n'a pas connus, mais qui vont servir les pays. Aujourd'hui, je suis en face de moi avec Maître Jean Bouyou. Avec lui, nous allons parler d'un homme qu'il a connu, d'un homme qu'il connaît. Il s'agit bien des bâtonniers national Mboune Letan. Ce monsieur-là que nous voulons un peu rendre hommage à ce jour. Et c'est avec, ensemble avec vous, avec Maître Jean Bouyou, nous allons parler de ce monsieur. Soyez très attentifs, suivez avec beaucoup d'attention cette émission. Je vous dis encore bonjour. Je m'en vais pour vous présenter maintenant mon invité du jour, Maître Jean Bouyou. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir reçus chez vous, au bureau. Nous avons un réel plaisir de vous avoir parce que vous êtes aussi un modèle. Et je suis convaincu que cette émission aidera beaucoup de jeunes qui nous suivent à rêver grand, à penser à venir et à penser à aider ces pays dans tous les domaines qui s'y retrouvent. Aujourd'hui, avec vous, nous allons parler d'un homme que vous avez connu. Bâtonnier national Mboune Letan. La première question que je vais vous poser, comment est-ce que vous avez connu ce monsieur? Merci beaucoup, cher ami Rugen. J'ai connu le bâtonnier Mboune Letan à travers l'ancien bâtonnier national Kissimba Kiangoy, qui nous a déjà quittés. Il n'est plus. En effet, j'avais en 1984 terminé le droit à la faculté de droit de l'université de Kinshasa et je cherchais alors un cabinet qui pouvait m'abriter. Maître, le bâtonnier national Kissimba Ngoy m'avait accepté dans son cabinet. C'était à l'immeuble Biblos à l'époque, d'été. Et quelques mois après, j'ai donc dû prêter serment au mois d'août 2004. Non, pas 2004. Qu'est-ce que je dis? C'était au mois d'août 1984. Voilà, 1984. Et après avoir prêté serment, il s'est fait que mes parents, qui étaient dans le Katanga, à Kalemi exactement, n'avaient plus autour d'eux un enfant pour les aider. Tous les enfants étaient partis vers le Lubumbashi, Kinshasa, et donc j'avais pris l'option de rentrer au Katanga et de ne pas travailler ici. Et en ce moment-là, le bâtonnier Kissimba Ngoy, Maître Kissimba Ngoy, qui n'était pas encore bâtonnier national, à ce moment-là, il m'a recommandé auprès de Maître Mboune Letan et de Maître Ntoto. Quand je suis arrivé à Lubumbashi, j'ai contacté d'abord le bâtonnier national, Mboune Letan, et celui-ci m'a dit qu'il était d'accord, qu'on pouvait travailler ensemble. Et c'est ainsi qu'on a commencé notre aventure au barreau depuis lors. Donc c'est en 1984 que je l'ai connu, que j'ai été admis dans son cabinet comme stagiaire et que j'ai travaillé assidûment à son rythme jusqu'au moment où 10 ans plus tard on a dû se séparer. Lui il est venu vers Kinshasa et moi j'ai continué
à Lubumbashi. Donc si nous comprenons bien, vous avez fait 10 ans avec lui. Oui. 10 ans. Revenons un peu au début, parce qu'on va vraiment bien parler de ça. Quelle a été la chaleur de votre tout premier contact avec M. Mboulle? Bon, avec Mboulle Tang, il n'y a pas une chaleur, disons, humaine qui s'exprime, mais il y a une profondeur. Okay. C'est un homme profondément rationnel. C'est un homme épris de sagesse. Et c'est pas un blagueur du tout. Et travaille chez lui. Le travail fait partie de sa vie. Il se réveille à 4h, 5h du matin, il est au cabinet. Quand il est 7h30, il rentre prendre son café, il revient à 9h, vous allez à l'audience. À l'époque, le barreau vivait des audiences, évidemment. Et après l'audience, vers midi, 13h, vous rentrez, il va se reposer un peu, manger, puis le soir, il est de nouveau là à 16h jusqu'à 19h, 20h. Est-ce que c'était facile pour vous de travailler à son rythme, étant débutant? Étant débutant, certes, je n'avais pas dès le départ suivi son rythme, mais j'étais passionné de lui, j'étais passionné de voir un homme qui travaille et qui corrige tout, et l'orthographe et le contenu, et qui t'indique où tu vas trouver le complément d'information qu'il te faut pour argumenter dans tel sens ou dans tel autre. Et donc c'était comme un père dans la connaissance. Si je me réfère à l'époque antique, c'était comme un Socrate avec ses élèves, ou comme un Platon avec ses élèves, un Aristote avec ses élèves. Donc il est là, c'est lui qui vous aide à accéder à des connaissances que vous n'aviez pas, ou même à les rectifier. Mais aussi, il est un homme très intrépide, un avocat qui ne lâche pas, qui n'abandonne pas. Il a perdu au premier degré, il va dire on va aller en appel. Il a perdu en appel, il dit il faut aller en cassation. C'est ainsi qu'il est devenu avocat de cassation, alors qu'il était à Lubumbashi, il s'est inscrit comme avocat de cassation à Kinshasa, après autant d'années qu'il a passé. Et quand même, il est venu de province et est devenu pratiquement l'un des tout premiers bâtonniers nationaux. Et donc c'est une école. Être avec lui a été réellement une école. Pas seulement une école de droit, et ceci, je crois qu'il faut le relever. C'est une école aussi de la sophia, de la sagesse. Certes, il faut défendre son client et gagner la cause, mais tout autant, il ne faut pas oublier la mission de l'avocat, n'est pas de gagner un procès. La mission, c'est de conduire le procès tel que le client puisse être trouvé comme ayant raison par le juge. C'est le juge qui rend la décision, ce n'est pas l'avocat. Alors à partir de ce moment-là, quand vous conduisez un procès avec Maître Mbou, il tient à ce que vous respectiez la procédure dans tous ses détails. Pas des demi-mesures, pas compter sur les arrangements, pas compter sur les relations du client, pas accepter la dictée du client. Ça c'est extrêmement important chez Mbou. Le client veut faire une dictée, il dit non, monsieur, ce n'est pas ça. Ici, vous suivez ce que l'avocat vous dit. Si vous n'êtes pas d'accord, prenez votre dossier et partez. Donc, il était non seulement intransigeant à l'égard de nous, du point de vue du droit, et du point de vue de l'être, donc du comportement, de la déontologie, mais il était encore dans la même rigueur, même vis-à-vis du client. Il ne voulait pas que le client le mène comme un gamin, faisons ceci. Non, c'est moi le maître de la procédure, laissez-moi faire et vous dire ce que je vais faire. Et ça, c'est très important aujourd'hui pour les jeunes avocats de savoir qu'ils ne doivent pas se laisser mener par un client. Faisons ceci, faisons cela. Un jour, j'ai assisté à un procès où j'étais moi-même critique, parce que plus tard, je suis devenu bâtonnier dans le barreau aussi. Du barreau de Lubumbashi, de tout le Katanga à l'époque. Et j'assistais à un procès où l'avocat plaidait. Il a fait le divorce, il est occupé pour la femme. Et la dame venait de temps en temps dire, souffler à l'avocat des choses qu'il devait dire.
Et le jeune avocat aussi dit, ouais, monsieur le président, j'ai oublié de dire encore ceci, cela. Et puis on avait parlé, la bande d'en vient encore. J'ai encore oublié de... Non, l'avocat ne peut pas être à la barre et travailler sous la dictée de son client. Et ça, c'est ce que j'ai le plus appris de Maître Mbouneletan, bâtonnier national. Eh bien, c'est que c'est lui le maître de la procédure. Quand il t'a reçu comme client, tu as dit ce que tu peux lui dire, tu lui as confié le dossier avec les pièces, ce que tu trouves être la preuve, eh bien, c'est lui, quand il accepte, qui mène la procédure. Ce n'est plus le client. Ce qui lui manque, il peut demander au client de venir ici, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il ne va pas dire. Donc, il se comporte comme le maître, pas l'esclave, pas l'adjoint, pas le énième. Et il veut que nous, ses collaborateurs, nous puissions approfondir le dossier à tel point que nous puissions être à même de répondre à chaque inquiétude ou à chaque argument de l'autre partie. Et je crois que j'ai appris cela et j'ai aussi continué dans cette déontologie-là. Et on a passé dans le barreau des moments et des périodes difficiles, et je crois qu'ils sont encore difficiles, notamment la question de la corruption, la question des arrangements, hein, la question du copinage entre avocats et magistrats, entre magistrats et certains clients qui étaient des margoulins qui ne perdaient jamais de procès parce qu'eux savaient, vous allez plaider, mais eux, ils passent derrière. Mais on a trouvé également dans cet ordre judiciaire des magistrats honnêtes, suffisamment honnêtes, qui disent non, 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 ça, je ne peux pas le faire parce que je suis magistrat. Et là, s'il n'a pas raison, il n'a pas raison. S'il a raison, il a raison. Et ces hommes, il en existe toujours. Ils sont rares, certes, mais je reste toujours croire qu'il y a un temps où on rencontre des gens qui sont porteurs d'une éthique, porteurs de valeurs, porteurs de transmission de quelque chose. Et donc, dans le corps du barreau, Mbouneletan appartient justement à cette génération-là. Il y avait à cette époque-là le premier président, des hommes comme le premier président Balanda Mikouindeliel. Il y avait encore Maître Mbiango, qui fut lui-même un ancien premier président de la Cour suprême, et qui plus tard a été de nouveau, après être passé par le barreau, il avait également été repris comme premier président de la Cour suprême de justice. J'ai rencontré également des gens comme le bâtonnier Kalamba. J'ai rencontré des gens comme le maître Toto, maître Mbouichimbadi, maître Nkuruma Kijuki, donc des gens qui comptaient sur le respect du contenu de la mission qui leur a été dévolue par la loi, c'est-à-dire être ce qu'on appelle un auxiliaire de la justice, mais en réalité un coparticipant à ce que la justice soit bien rendue, un témoin nécessaire à ce que le droit soit respecté. Eh bien, ces hommes-là, Maître Kalinga Kangoy, qui est encore ici, Maître le bâtonnier Matadinenga Gamanda, des gens avec lesquels, dans le souci d'aider à l'amélioration de la justice, on a pu faire avec eux des voyages à travers le monde, à travers plusieurs conférences, l'Association internationale des jeunes avocats, l'Union internationale des avocats et le barreau africain. Et donc, on avait le souci de dire il faut que le Congo présente un barreau qui produit du droit, de la qualité. On y est parvenu à une certaine époque parce que d'abord nous étions devenus le barreau le plus important d'Afrique noire. Et nous avions des avocats, dont le bâtonnier Mbouneletan, qui étaient familiers de l'Union internationale des avocats et qui étaient connus au niveau mondial. Comme étant, voilà, tel pays, voilà, il y a tel avocat. Et je crois que cette façon d'être un avocat passionné par son métier, soucieux de ce que la vérité soit dite, soucieux même au niveau même de son cabinet, de ce que la justice soit faite. Et donc si le client vient et qu'il n'a pas raison, on le lui dit qu'il n'a pas raison. On lui dit non, là,
non, c'est difficile que tu l'emportes. Parce qu'il n'y a pas un élément sur lequel on va s'appuyer juridiquement, légalement. Au lieu d'aller spéculer. De bouffer l'argent pour inutilement. Voilà, voilà. Il y a même un jour, il m'a confié un procès d'une société qu'on défendait à Lubumbashi, et il a mis en garde le client. Il a dit, messieurs, si tu vas en justice et qu'on te demande l'argent, ne donne pas. Ne donne pas. Viens nous le dire qu'on vérifie qu'est-ce que tu veux. Le monsieur est parti en justice dans une affaire, et puis un jour, il surgit au cabinet. Je vais voir Maître Mbour. Il dit, Maître Mbour n'est pas là. Alors, qui le remplace? Bon, j'étais encore presque stagiaire, je venais de finir le stage. Je me présente, et il me dit, mais tu sais, je suis venu faire la confession que notre procès, là, on l'a perdu. Moi, j'ai dit, mais tu l'as perdu comment? C'est nous qui allons au palais de justice. C'est nous qui savons que tel jugement, tel dossier a été rendu, n'est pas encore rendu. Comment toi tu le sais? Alors il m'avoue qu'en fait, il était un jour à son bureau, un greffier s'était présenté avec le dossier, il lui avait dit que s'il voulait avoir raison, il fallait qu'il remette un peu d'argent, mais que le dossier était là. Il dit, j'ai parcouru le dossier, j'ai vu que c'était vraiment ça et tout ça, c'était écrit. Et puis, je suis allé avec lui jusque devant le tribunal. Devant le tribunal, il est entré dans le bureau du président, il est sorti, il m'a dit, j'ai remis l'argent au président. Et 2 semaines après, la décision est tombée, moi j'ai perdu, je ne comprends rien. Je reconnais que Maître Mbour m'avait dit de ne pas donner de l'argent, mais je me suis risqué, et voilà, j'ai perdu. Je dis, bon, tu sais reconnaître le greffier? Je dis, oui, je sais le reconnaître. On peut aller au tribunal? Oui, on peut. Alors, on est parti. On arrive là, le président du tribunal dit, mais monsieur, appelez-moi le greffier. Et on a vu que le greffier commençait à fuir. Le président du tribunal a dit, je t'ai vu venir un jour garer ton véhicule là, mais un greffier est descendu et puis moi j'ai rien vu. Il t'a exigé de l'argent? Il dit oui. Le président a appelé le greffier, il a organisé une audience publique en flagrance, a condamné le greffier à 30 jours de servitude pénale principale, donc d'emprisonnement, et il a dit maintenant au blanc, cherche un taxi, paye-le, il va aller avec 2 policiers à la prison de Kassapa. Et c'était fait. C'était fait. Donc c'est dire qu'il y a, à travers les modèles que nous avons eus dans le barreau, des hommes qui ont recherché la vérité, qui ont recherché la justice. Et parmi nous, dans notre génération, il y en a qui sont même devenus ministres de la justice. Je prends Maître Nguele Massouli, par exemple, il est devenu ministre de la justice. Parce qu'ils ont été trouvés des gens susceptibles de devenir cela. Je prends au barreau, à l'époque, on a Maître Mayo Mbeke qui est devenu ministre du budget au niveau national. Et donc, tous ces gens, on a été formés dans la même période où les bâtonniers pour les détendre et d'autres avocats et étaient dans cette ligne de dire qui est l'avocat, qui ne l'est pas. Et qui nous demandait d'être friands et fiers de notre qualité d'avocat. Pas de bricoleurs du droit. Mais des gens soucieux de ce que nous puissions accomplir, ce que l'État attend de nous, ce que la loi fait de nous. Des compétences, d'accomplir les compétences qui sont en notre droit. Et je me rappelle d'ailleurs à l'époque, quand on était encore j'étais encore stagiaire chez le bâtonnier national Kissimbangoy, il nous donnait un conseil un peu anodin. Il disait, jeunes avocats, quand vous allez vous balader, n'allez pas à des endroits qui vont vous exiger des dépenses pour lesquelles vous n'avez pas d'argent. Si vous n'avez pas d'argent, restez chez vous. Mais le jour que vous avez un peu d'argent, allez à un endroit où vous allez consommer et payer. Pas vous faire payer une bière par des passants. Il dit jamais ça. Et Maître Mbour disait un peu la même chose. Quand vous voyagez pour l'étranger, passez toujours dans une librairie française, prenez des ouvrages. Domaine du droit, droit civil, droit pénal, droit économique. Prenez des ouvrages parce que c'est là qu'il y a la connaissance.
Et d'ailleurs, j'ai travaillé plus tard comme assistant du président du tribunal pénal international d'Arusha, le président de Sénégal, Leti Kama. Et lui disait la même chose. Mais Tombouyo, tu es mon assistant. Je suis content que chaque fois tu fais un effort de retrouver un auteur. Mais moi, pour connaître plus d'auteurs, je ne lis rien d'autre que du droit. Sa lecture quotidienne, c'était fait essentiellement du droit. Bon, certes, je ne suis pas tout autant extrémiste que lui, hein, je lis un peu autre chose aussi, mais lui avait fait du droit sa vie, sa lecture de tous les jours. Et sa lecture même des événements de la vie était faite en fonction du droit. Je dirais un peu, c'est la même chose du bâtonnier national actuel, maître Chebele, qui lui aussi était passionné non seulement du droit mais du barreau. Il a passé 25 ans de profession, mais il n'est qu'avocat. Il s'interdit à faire une autre profession. Non, moi je ne suis qu'avocat. Et donc, nous avons cette génération que des hommes comme les bâtonnniers nationaux Boune de Tang, des hommes comme les Kissim Bangoy, des hommes comme les Mbouy Chimbadi, comme les bâtonniers Kalamba, comme les bâtonniers, oh dommage, j'ai oublié son nom, et d'autres Kalingango, qui ont voulu faire de la communauté des avocats une communauté des gens d'élite, des gens au-dessus, des gens qui doivent réellement aider la société à se redresser. Et tous, je pense, notamment ceux qui sont encore vivants, ils sont vraiment peinés lorsqu'ils voient que cette architecture est en voie d'être démolie avec des jeunes magistrats, des jeunes avocats qui font des arrangements, qui en fait démissionnent par un fier. Ils démissionnent. Et moi je dis, chers amis, ne démissionnons pas. Certes, un avocat peut prendre une omission temporaire pour exercer d'autres professions, mais il ne peut pas brader. Parce que nous ne vivons que sur base de confiance que les clients nous donnent. J'ai eu un témoignage exceptionnel d'un confrère qui est encore ici à Kinshasa, qui est vivant, et qui m'a fait ressembler, qui m'a fait voir une ressemblance entre cet homme et le bâtonnnier national Boune de Tang. Oh, j'ai oublié ce confrère. Au moment où je l'ai rencontré, il était devenu, j'ai oublié le nom, il était devenu secrétaire général de la société Utema Travidro en liquidation. Il m'a raconté quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il dit, il a mené un procès contre cette société en faveur d'un de ses agents qui avait été licencié. Et 4 ans après, jusqu'au dernier degré, son client avait eu gain de cause. Alors la société belge Travidro a décidé de faire un audit de ce procès. Pourquoi est-ce qu'ils avaient perdu? Ils ont soumis le dossier à un cabinet européen, et le cabinet européen a conclu que l'avocat de leur ancien travailleur avait mené une procédure régulière du début à la fin. Et il n'y a aucune fraude dans ce qu'il a fait. Par contre, l'avocat de la société, de leur société, n'avait pas été régulier. Alors, une décision est prise par le conseil d'administration en Belgique qui dit, bon, on va dissoudre cette société au Congo et on va revenir en Belgique. Mais il fallait trouver un avocat suffisamment correct qui aiderait à la période de dissolution. Parce qu'une dissolution et liquidation, ça prend parfois quelques années pour régler tous les problèmes. Et un jour, il voit un avocat qui est dans son bureau, un Belge, qui lui dit, non, je viens pour la liquidation de telle société. Alors lui s'empresse de lui dire, oui, c'est vrai, mais attention, moi je suis l'avocat de votre adversaire, de l'ancien agent. Je ne suis pas l'avocat de la société, je suis l'avocat opposé à la société. Et le confrère belge lui dit, oui, je le sais, et c'est pourquoi je voudrais te confier cette affaire. Après la liquidation, évidemment, cette affaire est déjà passée, son client avait été payé et tout ça. Il dit, je voudrais que tu nous aides à liquider parce que nous avons vu chez toi un comportement digne d'un avocat. Même si tu étais l'adversaire de notre client. Oui.
Donc c'est extrêmement significatif de voir que un avocat qui travaille bien peut justement être apprécié de manière objective, et pas par tout le monde, pas tous ceux qui cherchent l'objectivité. Et je pense aussi que le bâtonnier Mbonelletang, c'est quelqu'un qui sait nous mettre devant nos responsabilités. Nous, en tant que jeunes avocats, nous avions des tendances à faire aussi des raccourcis. En disant, oui, mais notre client ici a raison, ben, le juge demande autant, est-ce qu'il ne veut pas le lui remettre? Ce n'est pas votre mission d'aller donner de l'argent à un juge. Si quelqu'un veut donner de l'argent à un juge, lui-même n'a qu'à aller le donner cet argent. Vous, l'avocat, limitez-vous à ce que la loi vous autorise. Rien d'autre. Rien d'autre. Et je pense à cause de sa sévérité, à cause de son souci de justice, eh bien, il a grandi, je dirais, relativement dans la pauvreté. Relativement. C'est-à-dire que ce qu'il a eu comme bien ne représente pas ce qu'il a été comme valeur. Et je dirais même que beaucoup d'autres jeunes avocats, même jeunes magistrats, ont eu beaucoup plus de bien dans ce processus de margoulinage que lui n'a reçu en contrepartie de son honnêteté. Et donc, pour moi, il figure parmi ces icônes, parmi ces modèles de notre justice. Et nous comptons de plus en plus, parmi les jeunes, même si on dit qu'il n'y en a pas beaucoup, il y a des jeunes qui ont une prestance d'avocat, qui se hissent à un certain niveau international de la connaissance du barreau, du souci de la justice internationale aujourd'hui, qui est malheureusement, qui a une tendance fortement économique, tendance business, tendance droit du commerce, mais parmi eux, il y a aussi des bons civilistes, il y a des bons pénalistes, et je crois qu'il faut que le barreau revienne à ces séances de formation où on consacrait une partie de notre temps au courant de l'année à aller suivre les conférences d'avocats étrangers, de magistrats étrangers, ainsi de suite. Parce que tout cela permet à se former, à s'informer, et c'est très important. Nous avons par exemple reçu, été dans des conférences qui étaient données par exemple le bâtonnier Stasi. Stasi était le bâtonnier de Paris. Vous avez des bâtonniers, des barreaux comme le barreau espagnol, le barreau suisse. Quand vous écoutez ces gens-là, même si le contexte n'est pas le même, mais leur souci d'aller dans le détail de l'amélioration des lois, de la révision des codes, de l'amélioration des lois dans les domaines qui en manquent, a été tel qu'aujourd'hui on a abouti à des avocats qui sont devenus pratiquement des informaticiens. Le droit d'informatique, tout récemment, nous avons assisté à une conférence ici à Kinshasa, c'est pour la publication d'un livre de maître Douki, je crois, et qui a coédité avec un confrère belge un livre sur le droit de l'informatique. En fait, le droit et la déontologie dans les rapports digitaux, s'il faut dire, d'Internet, de téléphonie, ainsi de suite. Il aborde par exemple une question délicate de savoir comment est-ce qu'un producteur d'un article t'envoie sur ton téléphone sa publicité, alors que toi tu ne le connais pas, tu ne lui as jamais communiqué ton numéro. Ce sont ceux qui centralisent les données téléphoniques qui les recueillent et les vendent à des commerçants. Et ceux-là, disposant de vos numéros, sans votre avis, ils vous les envoient. Ils envoient leur publicité. Mais le droit, le respect des droits humains commande aussi qu'on respecte ton droit à la privacy, à la vie privée, mais disons au caractère privé de ton instrument de communication, de ton numéro de téléphone. N'importe qui ne peut pas s'en servir pour te balancer ce qu'il veut. Non. Et de plus en plus, on commence au niveau de l'Union européenne, et ça vient petit à petit en Afrique, à corriger ce genre d'affaires en disant, si vous voulez envoyer une publicité sur un téléphone, vous devez requérir avant tout l'avis. Vous devez demander l'avis s'il veut recevoir la publicité. Et ça, c'est de nouveaux droits qui s'élaborent et qui doivent être respectueux des droits privés de chacun.
qui doivent également être... Nous avons dans le domaine de l'environnement toute une batterie de nouvelles lois auxquelles des avocats au niveau de l'Union européenne, au niveau d'autres pays, ont participé pour qu'on aille au respect de l'environnement, qu'on aille au respect de l'air qui nous donne à respirer, au respect Donc je crois que notre mission, la mission des jeunes avocats d'aujourd'hui, doit tendre à s'insérer peu à peu dans ce débat international, d'avoir un mot à dire, de comprendre quels sont les enjeux de nouvelles technologies et de ne pas y aller, comme on dit à Kinshasa, ngoulou. Et encore plus, en ce qui concerne le terrorisme international, en ce qui concerne les manipulations d'argent, les envois, il faut aller vers, évidemment, nos pénalistes doivent muter vers toutes ces questions internationales. Sinon, alors, il y a tout un marché que nous perdons. Donc, moi, je crois que Maître Mbou, le bâtiment national de Bounelé-Tang, c'est parmi ces précurseurs qui n'ont pas vu dans le barreau, dans l'activité de l'avocat, le fait de gagner de l'argent, mais ils ont vu le fait avant tout de contribuer à ce que le droit soit bien dit, à ce que l'avocat garde sa dignité, à ce que le magistrat garde sa prestance et qu'il ait le temps d'apprécier les arguments de l'un et de l'autre et qu'il rende une décision exempte de parti pris. C'est ça, quand vous êtes devant un bon magistrat, vous êtes sécurisé, que ce soit au parquet, que ce soit au tribunal. Mais viennent contribuer à cette sécurité juridique les avocats qui sont réellement objectifs, qui sont intrépides dans leur façon de dire le droit. Pas les gens qui veulent tromper leurs clients. Donc pour moi, Maître Bounelé-Tang, le bâtonnier national Bounelé-Tang, reste cette icône, cette image que nous devrions récupérer au moment où il est à un âge avancé aujourd'hui, avec des gens comme le Maître Mbungu et les autres. On devrait avoir une sorte de plateau sur lequel on nous écoute. Rabelais disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». La science du droit, oui, c'est bon de la connaître. Mais la conscience de la responsabilité des dégâts que nous causons lorsque nous disons mal le droit, lorsque nous soutenons des margoulins, consciemment, je veux dire, consciemment, les dégâts que nous causons sont énormes. Sont énormes. Et il faut absolument cheminer pour sauver le barreau à une moralisation, à une déontologie que nous ont légué ou que nous lèguent encore ceux qui nous ont précédés et qui aimeraient, comme le bâtiment national Bounelé-Tang, que le tribunal, le prétoire, le lieu où se trouve l'avocat ou le juriste en général, nous avons pratiquement la même déontologie, la profession juridique, soit un lieu qui est clair. L'autre comme ça, on ne savait pas. Mais c'est ça, ça le droit. Voilà, nous sommes presque à la fin. Vous avez suivi le jeune. Je pense que vous êtes très content là où vous nous suivez. Maître Mbouyou, on va terminer avec cette très belle question que je voulais vous poser. Quand je suis rentré à votre cabinet, je vis trop de jeunes. Est-ce que cela explique que vous êtes en train de faire le même devoir qu'avait fait Bounelé-Tang chez vous aux autres jeunes d'aujourd'hui? Certes, j'ai le souci que les jeunes apprennent. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne veulent pas apprendre. Ils veulent gagner. Or, pour gagner, il faut d'abord connaître. Et puis, il faut gagner par la connaissance, dans la compétition. Il ne faut pas gagner par les subterfuges, par des raccourcis. Non. J'ai ce souci-là. Mais de notre côté, je ne voulais pas avoir beaucoup de jeunes. Maintenant, j'ai presque 20 jeunes autour de moi. Je n'en voulais pas beaucoup. Je voulais faire un cabinet avec 3-4 jeunes. On n'a pas beaucoup d'affaires, on laisse un peu tranquille. On lit, on écrit, parce que j'enseigne aussi. Malheureusement pour moi, beaucoup de parents, et même d'avocats, des profs d'université, des amis, ils viennent avec nous. Non, 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 je voudrais que mon enfant soit dans ton cabinet. Je voudrais que mon enfant soit dans ton cabinet. Alors, à un moment donné, malgré tout,
je suis obligé d'accepter. À un moment donné, nous étions dans un cabinet sur le boulevard, il n'y avait plus assez d'espace. Là où il n'y avait que 4 bureaux, on était 14. Finalement, on a dû racheter, changer d'espace, où on avait 14 bureaux pour habiter les 14 avocats. Mais une fois de plus, il y a eu pression, on était jusqu'à 20, mais bon, on trouve comment s'organiser. Et donc, c'est le souci de répondre à cette demande aussi sociale, des gens qui disent non, non, je voudrais que mon enfant soit chez toi, je voudrais que tu le formes comme toi-même. Donc, je crois que c'est ce qui explique qu'à un moment donné, j'accueille tous ces jeunes et que saisonnièrement, je leur donne une conférence sur l'une ou l'autre question du droit. Et je les exhorte à aller aussi à des séances de formation. Il y en a eu beaucoup dans le cas de l'OADA, droit OADA, et beaucoup ont participé. Et j'espère qu'ils vont continuer dans différents domaines, le domaine du droit, de l'informatique notamment, la digitalisation, et le domaine des droits nouveaux, l'environnement. Eh bien, je fais en sorte qu'ils s'informent et qu'ils se forment davantage pour répondre aux nouveaux défis. Voilà, c'est la fin de notre entretien avec Maître Jean Mbouyou concernant l'icône bâtonnier Mbou Neletang. Vous avez suivi des vérités, vous avez suivi beaucoup de précisions, vous avez suivi vraiment que c'était un monsieur qui tenait à ce que vous voyez aujourd'hui, que notre justice soit vraiment une justice équitable. C'était grâce à ce monsieur et grâce aussi à ses collaborateurs qui ont œuvré à ce temps-là pour que au moins la RDC à l'époque plus mais siéger dans des pays qui étaient réputés qu'il y avait en RDC, il y avait une très bonne justice parce qu'il y avait vraiment des avocats qui faisaient vraiment la fierté du pays. Très chers jeunes, je vous dis au revoir, mais je vous rappelle que cette émission doit être suivie, sera suivie sur 5 chaînes de télévision ainsi qu'une chaîne YouTube. Vous allez voir les noms de chaînes qui vont défiler en bas de l'écran. La rediffusion, ça sera demain, sûrement, dans le ZER où vous voyez le bal passante. Quant à moi, je vous dis au revoir et je vous annoncerai le jour de l'événement pour que vous, si selon votre emploi du temps, quelqu'un qui aura le temps, vous pouvez venir sans doute parce qu'il n'y aura pas des invitations. Tout le monde sera bel et bien invité. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci. Merci.